Bonsoir à tous, je suis très heureux au nom de l'UFR Simone Veil Santé de vous accueillir pour cette conférence. Maintenant vous commencez à avoir l'expérience de ces conférences qui sont organisées par Philippe Charlier et son département. On est très heureux de ces conférences qui attirent de plus en plus de monde, des étudiants qui sont obligés d'être là. Et on vous demandera d'être bien silencieux, de ne pas perturber ceux qui viennent par intérêt, nos voisins du territoire qu'on accueille toujours avec grand plaisir. Alors vous le savez pas, mais moi c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous présenter la conférence de ce soir parce qu'elle revêt une histoire un peu particulière. Ce soir, la conférence elle est particulière parce qu'on va faire parler les morts. Et ça, c'est quand même pas banal. C'est quand même un exploit 400 ans après la mort d'Henri IV, assassiné, de pouvoir le refaire parler. Et on va voir s'il a la même voix. J'ai entendu qu'il avait une voix chaude du Béarn. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais aujourd'hui, grâce à on pourrait dire, ce travail scientifique extraordinaire qui a été fait par différentes équipes d'ORL, de chirurgiens ORL, de médecins légistes, de phoniatres, d'arriver aujourd'hui à reconstituer la voix d'un des rois de France. C'est assez extraordinaire. Alors pourquoi ça revêt un historique particulier pour moi? C'est qu'un jour, j'ai un jeune chercheur, ici présent, Robin Baudouin, que je coachais d'une certaine manière, parce que son père m'avait coaché moi. Son père était mon maître en ophtalmologie, c'est lui qui m'a tout appris. Donc Robin, qui était dans la même fac que moi, j'avais envie de lui donner quelques conseils. Et Robin, c'était un ORL, un chirurgien ORL, vous savez, qui s'occupe de tout ce qui est tête et cou. Et il me dit, voilà, moi je fais une thèse de sciences, parce que pour faire une carrière universitaire, il faut faire une thèse de sciences, plein de choses particulières. Il me dit, mais moi je m'ennuie. Puis moi je connaissais Robin, parce que depuis qu'il était petit, il était passionné d'histoire. Et déjà, il nous racontait des histoires fabuleuses, d'histoires extraordinaires qu'il nous racontait, toujours passionné. Il était passionné d'histoire, en plus de son métier d'ORL. Et puis à côté, moi je connaissais Philippe Charlier qui avait déjà développé son unité et qui lui aussi était passionné d'histoire avec tout son travail sur la médecine légale, l'analyse des corps. Et je me suis dit, mais là il y a quelque chose à faire, il faut que je les présente. Et je vais voir Philippe, je lui dis, écoute, j'ai quelqu'un là, un ORL, qui est intéressé pour travailler avec toi. Et puis je vais voir Robin, et je dis, Robin, écoute, tes thèses là sur les cellules, en culture, tout ça, ton père adore, je sais, mais toi, t'as une passion pour l'histoire. Et donc, je les ai fait se rencontrer. Et aujourd'hui, Robin va bientôt présenter sa thèse de science faite dans l'équipe de Philippe Charlier. Et je pense qu'on peut dire que ce travail est un peu né de votre collaboration. Et donc, voilà, je vais pas dire que je suis fier, parce que j'y suis pour rien du tout. Mais en tout cas, je me sens un peu participer de votre réussite. Et je dois dire que ça me fait un grand plaisir. Donc, je m'arrête. Je laisse la place à ceux qui réveillent pas les morts, mais qui les font parler. Et je vous remercie d'être là et venez souvent à nos conférences. C'est, je pense, pour nous très important. On est ravis de vous faire partager tous ces travaux des équipes de l'UFR Santé Simone Veil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une nouvelle conférence université. Nous allons prendre la parole à 3 successivement. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à toi d'avoir favorisé l'organisation de cette manifestation scientifique d'ouverture de l'université vers le monde extérieur. On va essayer de faire parler les morts en effet, mais on va même réussir. La première partie va être l'explication. Pourquoi cette tête est véritablement la tête d'Henri IV? Comment on en est venu à avoir la certitude sur l'authenticité de cette tête? La deuxième partie sera une sorte d'étude autour de la phonologie. Vous expliquez un petit peu les termes techniques, comment fonctionne la voix, tout simplement. Et ensuite, dans une troisième partie, vous verrez comment on applique cette méthodologie autour de la voix sur des restes humains anciens et comment, au propre comme au figuré, eh bien, on réussit à faire parler les morts. C'est une première étape, on a des sons, ensuite on aura une voix un peu plus complexe un peu plus tard. Ça donnera peut-être l'occasion d'une nouvelle conférence université. Comment en sommes-nous venus à travailler sur la tête d'Henri IV? D'abord, il faut vous placer un tout petit peu le sujet. Pour identifier un corps, et un corps qui est momifié ou embaumé, on fait appel à un certain type de spécialité qui est l'anthropologue médecin légiste. Quelqu'un qui a 2 hémisphères cérébraux, mais aussi 2 spécialités. Une spécialité de sciences humaines, l'anthropologie, et une spécialité de sciences fondamentales qui est la médecine. Généralement, quand est-ce qu'on est appelé? Eh bien, dans des contextes qui sont beaucoup plus judiciaires. Une procédure d'identification d'un cadavre X, c'est un squelette qui est retrouvé en forêt par un promeneur. C'est une tête isolée, un peu mal conservée, qu'on retrouve sur le bord de la Marne ou de la Seine en faisant du canotage, etc.
Et les questions auxquelles on doit répondre généralement, c'est est-ce que c'est humain ou animal? Et je peux vous dire, c'est pas toujours évident quand on arrive très très tard. Ensuite, déterminer le nombre d'individus. Ensuite, savoir si c'est un individu qui est masculin ou féminin. Savoir ensuite l'âge de l'individu et sa stature, sa hauteur tout simplement. Estimer l'âge au décès. Ensuite, savoir si c'est une mort qui est naturelle ou si elle ne l'est pas. Et puis ensuite, eh bien, déterminer l'ancienneté des restes. Si c'est au-delà de 30 ans, il y a prescription et on tombe dans un domaine qui est celui de l'histoire et de l'archéologie et non plus celui de la justice des hommes, la justice des vivants. C'est le même protocole qu'on va utiliser sur une tête qui est celle présumée d'Henri IV, mais c'est le même protocole qu'on va appliquer aussi sur d'autres terrains de travail comme eh bien, des catastrophes, comme le tsunami de Thaïlande par exemple, comme des catastrophes, des crashs au Venezuela ou ailleurs, eh bien, des circonstances dans lesquelles on peut être amené à travailler avec la même méthodologie. Nous, en médecine légale et au laboratoire, on fonctionne surtout sur des cas qui sont isolés. Un crâne retrouvé sur un chantier, un squelette dans une forêt. C'est assez vite, vous savez, vous retrouvez un squelette dans une forêt, il peut être d'origine archéologique. Mais quand il porte un jean Levi's et qu'il a un téléphone portable dans la poche, bon, vous dites qu'a priori, il n'est pas mérovingien. Mais bon, on peut avoir des surprises. Et puis on travaille aussi sur des squelettes ou des corps qui sont en très très mauvais état de conservation, parce qu'ils ont été putréfiés, parce qu'ils sont carbonisés, parce qu'ils sont fragmentés, passage sous un TGV par exemple, ou sous un TER, ou parce qu'ils sont mutilés par quelqu'un qui ne veut pas qu'on les identifie en post-mortem. Mais ils ne savent pas que c'est la meilleure équipe qui va travailler dessus, bien évidemment. Alors quelles sont les méthodologies qu'on va employer? D'abord, il faut qu'on travaille de façon aussi fiable et pragmatique et sûre et certaine sur des cas archéologiques que sur des cas médico-légaux. On doit avoir la même certitude, la même intégrité scientifique, qu'il s'agisse d'un cas qui a 400 ans ou d'un cas qui a 10 ans simplement et qu'on ira plaider ensuite en cour d'assises. Donc c'est la même intégrité scientifique qui doit s'appliquer de façon irrévocable. Et j'ai coutume de dire que le meilleur médecin légiste, ça n'est pas le plus précis, c'est le plus prudent. Le médecin légiste, il ne doit pas vous dire telle personne est morte à telle heure et tant de minutes, etc. Il doit vous dire elle est morte entre telle heure et telle heure avec un gros créneau où il est certain qu'à 100% des cas, il est dans la vérité. Et c'est un travail qui est interdisciplinaire, pour reconstituer la voix bien évidemment, mais aussi pour identifier un individu, vous allez le voir juste après. Et généralement, quand on compare ces données avec les données qu'on sait de l'individu, ces données biographiques ou biométriques, il n'y a que 3 possibilités. La première, c'est l'exclusion d'identité. Non, on cherche un homme qui fait 1m63, qui était roux avec quelques cheveux blancs, et on a un squelette qui est féminin d'une femme de 23 ans qui fait 1m85 et qui est blonde. Très clairement, c'est incompatible, ça n'est pas la bonne personne. Deuxième résultat possible, une probabilité. C'est un homme de la bonne taille, avec les bons cheveux, mais ça ne fait que 3 arguments. Est-ce que c'est suffisant pour être sûr et certain que c'est la bonne personne? Non. Dans ce cas-là, on parle de compatibilité partielle. Et la dernière possibilité, c'est l'identification. Là, l'individu, on est sûr et certain que c'est lui, on mettrait ses bijoux de famille en jeu pour être sûr et certain que c'est la bonne personne, parce que, eh bien, on a tellement de critères que statistiquement, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas eu autant de personnes sur Terre que statistiquement, ça puisse être une autre personne. Alors, comment est-ce qu'on applique ça à Henri IV? Vous connaissez l'histoire d'Henri IV. Henri IV meurt en 1610, assassiné par Merci, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie, à Paris. Il prend 2 coups de couteau. Ces coups de couteau perforent une partie du cœur, une partie des gros vaisseaux, et il va mourir assez rapidement. Il ne meurt pas sur place, il est transporté quasiment moribond dans la rue, depuis son carrosse, et il va mourir au Palais du Louvre. Là, il va être autopsié pour vérifier les causes de décès, puis embaumé. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que le premier embaumeur, c'est quasiment Ravaillac lui-même, parce que tout va conspirer à très bien conserver le corps de Henri IV. D'abord, le fait que Henri IV meurt d'une hémorragie interne et externe, ça va vider le cadavre de son sang. Donc ça va préserver les tissus mous. Évidemment, c'est intéressant pour les voies aériennes supérieures. Ensuite, l'autopsie va vider encore plus les organes, mais la langue, toute cette partie-là va être laissée à peu près intacte. Et puis ensuite, il va y avoir l'embaumement, qui lui va rajouter des aromates qui vont déshydrater le corps. Il va être embaumé, déposé dans la basilique Saint-Denis, et il va rester tranquille jusqu'en octobre 1793. Là, il y a les profanations révolutionnaires.
Et à ce moment-là, eh bien, le corps de Henri IV, comme le corps de plein d'autres individus, vont être profanés, vont être pour partie jetés dans des fosses communes, et pour d'autres, volés, escamotés. Et on sait notamment par Alexandre le Noir que, eh bien, une partie du corps de Henri IV va être volée, et puis d'autres fragments corporels vont se retrouver. On en a à Pontoise, on en a au Louvre, on en a dans d'autres musées, on en a à Pau également. Donc les gens vont se servir sur ces momies royales qui sont à disposition, parce qu'ils veulent à la fois des souvenirs historiques, mais ils veulent aussi des petits morceaux de roi parce que ça porte bonheur. Les rois, souvenez-vous, ont été oints par le Saint-Crème, et il y a une petite partie de divinité en eux. Et avoir une mèche de cheveux d'un roi sur soi, avoir une dent d'un roi en pendentif autour du cou, avoir je ne sais quoi d'un roi ou d'une reine, eh bien c'est avoir une sorte de porte-bonheur qui va repousser les maladies. Souvenez-vous que les rois sont thaumaturges, ils ont le pouvoir de guérir les écrouelles, c'est-à-dire une certaine forme de tuberculose, et du coup, eh bien, ils ont cette possibilité de guérir et de repousser la maladie et les épidémies. Donc c'est un porte-bonheur. Dans les années 1900, un homme, qui s'appelle Joseph-Émile Bourdet, que vous voyez ici, va acheter à Drouot, pour 3 francs, une tête embaumée, dont la tradition rapporte que c'est la tête d'Henri IV, et puis d'autres restes, 2 têtes de momies, vraisemblablement égyptiennes, des draps, des tissus, plein de choses comme ça. Un lot, tout simplement. Et il est persuadé que c'est la tête d'Henri IV. Et il va utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables, y compris celles de la police scientifique de l'époque, les méthodes de Bertillon, pour essayer de confirmer son hypothèse. Je pense qu'on peut dire qu'il est d'une mauvaise foi affligeante, il n'est pas du tout objectif, mais malgré tout ceci, eh bien, il a, sans le savoir, raison, et c'est bien la bonne tête qu'il a chez lui. Et il est brocanteur, il va présenter cette tête à la vénération, si je peux dire, de son public, et il autorise les gens à se faire prendre en photo contre 1 franc, en se faisant prendre en photo juste à côté. Donc un bon rapport bénéfice, il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC ou l'ESSEC, vous voyez qu'il est plutôt bon. Alors c'est une tête qui est réapparue plus précisément en 1919, prise en photo, pas d'identité certaine, et l'identité présumée, c'est celle-ci, c'est donc Henri IV, mort en 1610, exhumé en 1793. Et donc nous, on est joints par un homme qui s'appelle Jean-Pierre Bablon, qui est historien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et par un journaliste, Stéphane Gabet, et qui veulent tous les deux réaliser une étude globale sur cette tête, pour savoir si la tête est authentique, et si elle ne l'est pas, à qui appartient-elle. Et donc on va utiliser un protocole médico-légal avec une identité supposée, mais notre but n'est pas de confirmer l'identité, notre but est d'identifier l'individu, ce qui méthodologiquement est un petit peu différent. Alors voici l'état actuel de la tête. Vous voyez qu'elle a très peu changé par rapport à 1919. C'est une tête et non pas un crâne, à partir du moment où il y a une majorité de tissus mous. Et vous voyez qu'elle est plutôt bien conservée. Alors elle ressemble pas à votre voisin de gauche ou votre voisin de droite, quoique. Mais vous voyez, il manque des bouts. Il manque un bout au niveau du menton, il manque un bout au niveau du maxillaire supérieur. Et ce sont des bouts qui ont été arrachés, qui ont été pris vraisemblablement au moment de la Révolution française, mais ça, on ne le savait pas encore au moment de cette étude. Vous voyez qu'il y a une sorte de tatouage ou de pigmentation noirâtre au niveau du cou. Vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de dents au niveau de la mâchoire. Vous voyez que l'oreille droite est percée. Il y a plein de plis au niveau de la peau. Et puis, quasiment comme une peinture cubiste de Picasso, vous avez les 2 narines qui sont du même côté, gauche en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que c'est une tête qui a été bandelettée, et les bandelettes, au fur et à mesure, ont déformé les tissus mous et ont plaqué le bout du nez cartilagineux sur le côté gauche, et ensuite ça s'est solidifié en se déshydratant. Alors on a utilisé des critères pour être sûr et certain que la tête était bonne. Des critères d'abord morphologiques, anthropologiques. On a mesuré le crâne, on a fait évidemment un scanner de cette crâne, un scanner médical à la Pitié-Salpêtrière, et on a confirmé le sexe de l'individu, sachant que le crâne, honnêtement, pour le sexe, c'est pas terrible. On peut avoir des surprises. Moi, j'ai un crâne plutôt féminin, en l'occurrence. Le reste rattrape, si je peux dire, mais rattrape le diagnostic, vous avez compris. L'âge au décès a pu être évalué également par le développement de l'arthrose, par les pertes dentaires extrêmement importantes, par des usures cartilagineuses, etc. Et puis, on avait aussi des critères morphologiques moins anthropologiques, mais plus des stigmates, par exemple, de tentatives d'assassinat. On sait que quelques années auparavant, Jean Châtel a essayé d'assassiner Henri IV. Un coup de couteau lui a été donné, qui a fait sauter une dent, qui a laissé une empreinte au niveau de la mâchoire. Des critères génétiques aussi et des critères historiques. Donc il faut plein d'arguments pour être sûr et certain que l'individu est le bon. Alors le premier examen, c'est un examen externe et une fibroscopie, déjà, c'est un constat d'état. On inspecte tout simplement comme si on faisait un examen clinique d'un patient vivant, vous.
Et on fait également des prélèvements à visée génétique avant qu'il y ait la moindre contamination. On a fait des prélèvements de muscles. Vous voyez ici la trace de la décollation, c'est-à-dire la décapitation. Et c'est une décollation qui est assez basse, hein, vraiment très très basse, quasiment au niveau de la première vertèbre thoracique et de la dernière vertèbre cervicale, avec des restes de cartilage. Et puis là, vous voyez une vertèbre par le dessous avec son corps vertébral, son canal médulaire et la moelle épinière qui est encore à l'intérieur, mais un peu rétracté. Et ce qui est en avant, ce gros trou noir, c'est la trachée. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore des cordes vocales qui étaient présentes. On y reviendra un petit peu après. Évidemment, quand on voit qu'il y a des cordes vocales, on se dit, mais c'est génial, on a la possibilité de le refaire parler, sauf que ce diagnostic, il a été fait en 2009, et il a fallu attendre de nombreuses années pour que, enfin, on puisse avoir la technique et la méthodologie pour pouvoir reconstituer cette voix. Et puis on avait pas mal de critères aussi. Il y a quasiment une vingtaine de critères qui sont disponibles pour être sûr et certain que la tête est la bonne. En A, vous avez un gros grain de beauté, un gros névus qu'il avait sur l'aile droite du nez, qui a été en partie écrasé par les bandelettes funéraires. Un névus qu'on retrouve sur de nombreux portraits et même sur les masques mortuaires de Henri IV. En E, vous avez des poils de moustache qui sont encore présents. En D, vous avez une oreille percée, celle qui est du côté droit, qu'on retrouve sur 2 portraits de Henri IV. En B, vous avez une petite trace de cicatrisation d'un ancien traumatisme, vraisemblablement celui causé par Jean Châtel. Ensuite, en C, vous avez un petit dépôt blanchâtre qui est celui d'un masque mortuaire, c'est du plâtre qui a été analysé, soit celui au moment du décès en 1610, soit celui en 1793, lorsque le corps a été retrouvé en tellement bon état de conservation que les révolutionnaires auraient décidé de faire un masque mortuaire. Et en F, vous voyez ce qui reste des cheveux, avec cette coloration rousse extrêmement importante, dont on ne sait pas à l'époque si elle est encore naturelle ou si c'est une sorte de tatouage ou de teinture plutôt qui est post-mortem par les soins d'embaumement. Alors voici ce grain de beauté. Vous le voyez sur l'aile droite du nez, sur cette sculpture qui est conservée à Pau. Vous avez ici cette boucle d'oreille à droite sur une gravure, et c'est quelque chose qui vraisemblablement il avait gardé de la cour des Valois. Des lésions d'arthrose vertébrale sévères, hein, si jamais ça craque quand vous tournez le cou, eh bien dites-vous que Henri IV, c'était exactement pareil. Le cristallin, tiens, ça c'est pour toi. Le cristallin a été retrouvé extrêmement dense des 2 côtés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez d'autres momies contemporaines, malgré les soins d'embaumement. Et on suspecte que c'était une cataracte, en l'occurrence, pour cet individu, qui n'avait pas été encore prise en charge sur le plan chirurgical, car ça s'opérait évidemment déjà à l'époque. Pas aussi bien que maintenant, mais ça s'opérait quand même plutôt pas mal. Et puis un très très mauvais état bucco-dentaire. Vous savez, on dit souvent que Henri IV avait la laine qui sentait l'ail et que c'était assez désagréable. Eh bien, c'est parce qu'il ne lui restait que 4 dents au moment de son décès, avec des gros abcès dans lesquels il y avait encore de la nourriture qui macérait. Et c'est probablement ça qui donnait une mauvaise odeur. Alors quand on dit ça, on dit « Oh là là, les pauvres femmes qui étaient avec lui et qui devaient l'embrasser et être, on va dire, dans une relative intimité. » Leur bouche était pareille, ok ? Donc faut pas imaginer, hein, Vous voyez ici l'état bucco-dentaire, il ne reste plus qu'une seule dent à l'étage supérieur, tout le reste est tombé en antémortem. Vous voyez les 2 narines qui sont déjetées du même côté. Et à l'étage inférieur, vous voyez ces gros abcès, hein, ces grosses cavités avec la nourriture qui macère à l'intérieur. Donc il restait que 5 dents, 5 dents au moment de la mort, et puis des abcès apicaux et un aspect complètement mité de l'os sous-jacent. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment en cas d'infection chronique. Alors voici le corps tel qu'il a été retrouvé au moment de l'exhumation de 1793. Normalement, ça doit vous rappeler une BD en particulier. Tintin, les cigares du pharaon. Okay, Hergé utilise ça pour le capitaine Haddock quand il est dans son cercueil, dans les cigares du pharaon. C'est son inspiration directe à partir de cette gravure. Et vous voyez l'état dans lequel était le corps et la bonne préservation à la fois de la tête et des tissus. Alors, évidemment, tout ceci se double d'une enquête historique, comme pour la reconstruction de la voix. Jacques Guillemot dirige l'autopsie. On n'a aucune mention d'une ouverture du crâne et d'un examen du cerveau. Quand on examine un organe, même s'il est normal, on signale qu'il n'est pas pathologique. Pierre Pigray, lui, gère l'embaumement et il va le réaliser, on le sait d'après une notion tardive, selon l'art des Italiens, c'est-à-dire sans scier le crâne, et il va utiliser du charbon animal pour
absorber les mauvaises odeurs, il va tamponner le corps, mais pas le visage, avec cette substance très particulière. Et on le retrouve, ce charbon. On le retrouve, c'est cette pigmentation noirâtre que vous voyez sur cette coupe histologique au niveau du cou, et c'est ce qu'on a retrouvé sur cette tête momifiée. Là, c'est ce qu'on a retrouvé à l'intérieur de la bouche de Henri IV. Ce sont des restes végétaux qui proviennent soit d'une régurgitation de son dernier repas, soit, beaucoup plus vraisemblablement, des produits d'embaumement, les aromates qu'on a utilisés pour conserver son corps. Alors on est allé faire un peu la tournée des reliques. Et notamment à Pontoise, il y avait, je cite, l'organe de la génération de Henri IV. C'est à Bilout, si vous voyez ce que je veux dire. Et en l'occurrence, on est allé examiner ça et c'était en réalité son pouce gauche. Son pouce gauche. Donc il faut se méfier des inventaires. Il faut toujours aller voir directement sur place et il faut examiner systématiquement tous ces restes. Et on retrouve la même composition entre la tête et ces différents éléments. Donc on a vraiment une communauté anatomique et morphologique entre tout ceci. Même chose aussi avec des cheveux conservés à Pontoise, mais également d'autres mèches de cheveux qu'on retrouve ailleurs, notamment à Pau et encore dans d'autres échantillons. Et vous voyez que les cheveux sont sales. Ce que vous avez à la surface des cheveux qui réalisent une coloration post-mortem, ce sont tous les soins d'embaumement, tous les dépôts de produits d'embaumement qui sont encore présents à la surface et qui viennent réaliser cette pigmentation, cette teinture post-mortem. Ensuite vient la dernière étape, c'est la reconstitution du visage de cet individu. À partir du crâne sec, puisque vous voyez que les tissus mous ont complètement bougé, eh bien on va reconstituer des épaisseurs stéréotypées de peau, de muscles et de tissus adipeux. C'est vraiment un travail médico-légal très classique. Et vous voyez ici ces petits tubes, entre guillemets, virtuels qu'on met à la surface du crâne, de face et de profil. On reconstitue également le nez par une projection à l'extérieur du volume qui est à l'intérieur. Et ensuite, on obtient cette reconstitution en 3 dimensions. On repositionne les globes oculaires. C'est Philippe Freuch qui a réalisé cette reconstitution au sein du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie. Et ensuite, on redispose les phanères de l'individu. Et on obtient du coup la reconstruction du visage, certes extrêmement réaliste, mais surtout extrêmement vrai sur le plan scientifique. Alors on a été critiqué pour cette étude puisqu'on nous a dit, mais puisque le crâne n'a pas été scié, c'est que la tête n'est pas authentique, puisqu'il y a des textes au XIXe siècle qui mentionnent le fait que la tête de Henri IV a été retrouvée comme étant sciée. Alors on va fouiller dans les archives, notamment aux archives nationales, et on s'est rendu compte que cette mention de crâne scié pour Henri IV, elle est très très tardive, et elle n'existe pas dans les premiers récits authentiques contemporains de l'exhumation. Et presque pour nous, l'absence de sillage est un argument en faveur de l'authenticité de la tête. Et donc il fallait qu'on démontre par un ultime élément que la tête était vraiment authentique. Et on a eu l'idée de superposer le masque mortuaire le plus ancien de Henri IV, qui se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, à côté du Panthéon, et de la superposer sur la tête embaumée, encore présumée, de Henri IV. Entre-temps, on a comparé le plâtre et on s'est rendu compte qu'on avait une analyse en chimique et élémentaire qui était absolument compatible. Et on s'est rendu compte que cette superposition de la tête sur le masque donnait une comparaison et une superposition anatomique qui était parfaite. Donc dans tous les plans de l'espace, toutes les courbures osseuses de la tête et tous les points anthropométriques de la tête et du crâne, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas avec le temps, eh bien correspondaient à ceux du masque mortuaire. En gros, sur le plan statistique, c'est un petit peu comme si vous superposiez l'infini sur l'infini, ce qui est plutôt pas mal en termes statistiques. Donc là, on avait vraiment un argument définitif qui nous prouvait que la tête était authentique. Alors si on synthétise tout ceci, avant de laisser la place à mes 2 collègues pour vous expliquer ce qu'est une voix et ensuite comment on reconstitue la voix de Henri IV, eh bien si on synthétise toutes les analyses, on a une tête d'un individu qui est masculin, adulte mature, évalué anthropologiquement à 50-60 ans. Il est leucoderme, c'est-à-dire peau blanche en l'occurrence, ou pâle. Il est d'origine caucasienne, un très mauvais état bucco-dentaire, une pilosité rousse avec des poils blancs déjà présents et une large canicie, des cheveux coupés courts, des résidus de plomb, une homogénéité avec d'autres échantillons anatomiques provenant du corps de Henri IV, une petite lésion que je vous ai montré, le névus sur l'aile droite du nez, une cicatrice osseuse qui est compatible avec la tentative d'assassinat, un lobe d'oreille qui est percé, une datation au carbone 14 qui était absolument cohérente avec 1610, une superposition qui était parfaite avec le masque mortuaire, une même composition du masque mortuaire aussi, le noir d'ivoire qui était à la base du cou, c'est-à-dire quand même des charbons d'ivoire qui étaient pulvérisés et mis à la base du cou, quelque chose qui coûte très très cher,
des empreintes de bandelettes qu'on voyait un petit peu partout, des dépôts végétaux à l'intérieur de la bouche, d'origine qui montraient qu'il y avait bien eu un embaumement, et puis cette absence de sillage de la voûte crânienne. Donc au total, 20 arguments en faveur de l'identification. Quand vous faites des statistiques, vous avez ici tellement d'arguments que cette tête ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre, sauf à être complotiste et à imaginer que la Terre est plate et que tout ce que vous pouvez imaginer en termes de complotisme abracadabrantesque. Et donc c'est maintenant, puisque nous sommes sûrs à ce moment-là que la tête est bien la tête d'Henri IV, et maintenant que la méthodologie a évolué et qu'on a les moyens techniques de faire parler les morts sur le plan anthropologique et médico-légal, eh bien c'est le bon moment pour vous expliquer ce qu'est la voix au sens constitutionnel et ensuite comment, littéralement, on réussit à faire parler les morts. Et je vais laisser mes collègues prendre la suite. Alors merci Philippe. Je te remercie aussi notre cher premier vice-doyen. Merci Antoine. Juste avant que tu partes, j'avais pas prévu que tu dévoilerais des secrets de ma petite enfance. Mais je crois que la rencontre, comme tu l'as dit, est dans l'ADN de cette UFR. Quand je vois aussi tous les étudiants qui sont passés dans le service, je m'en rends bien compte. Et donc moi, je voulais parler aussi d'une autre rencontre, la rencontre avec Philippe, bien sûr. Pour quelqu'un qui a grandi en aimant l'histoire, en suivant ses études, ses recherches, c'était absolument passionnant. Et je ne savais pas comment le concilier avec les études de médecine, puis la pratique de l'otorhinolaryngologie. Et ça, merci Philippe. Mais je voulais parler d'une autre rencontre aussi, et importante. C'est la rencontre, moi, avec ma spécialité. Un petit garçon qui aime l'histoire, il se destine pas à faire de l'otorhinolaryngologie, c'est la rencontre avec le pragmatisme, il a bien fallu choisir un métier à un moment. Et donc, en devenant ensuite chef de clinique et maintenant maître de conférence dans le service d'ORL de l'hôpital Foch, je voulais dire que j'ai rencontré une histoire, l'histoire d'une recherche qui associe à la fois la recherche fondamentale et la pratique clinique, donc au bénéfice des patients. Et tout ça, c'est de la phonétique et de la laryngologie. Et donc c'est aussi un grand honneur pour moi de donner la parole à Lise Crevier-Buschmann, qui a mené ses recherches avec le professeur Stéphane Hans, mon chef de service, et dans cette UFR ces dernières années, et également dans les services dans lesquels ils ont été impliqués. Et donc pour vous montrer que la phonétique, ça mêle aussi les sciences humaines, puisque ça ouvre à la voix, ça ouvre au langage, et les sciences plus mathématiques, plus rudes, la mécanique des fluides et les sons. Et voilà. Et rien n'est magique, tout est que de la recherche et beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je passe la parole à Lise Crevier-Buschmann, qui est chargée de recherche hors classe au CNRS. Merci Robin. Bonsoir. D'abord, un grand merci à l'université, à monsieur Antoine Labbé, à Philippe Charlier et à Robin Baudouin de m'avoir convié à venir vous parler un peu de la voix des vivants. Et donc avec un aspect un petit peu plus phonétique, effectivement. La phonétique, c'est essayer de comprendre la production des sons et donc voir un petit peu comment on arrive à la voix, à la parole, et puis à la modélisation de cette parole. Donc on va voir de façon assez simple comment sont produits les sons. Les sons, en fait, ce sont des vibrations qui vont se déplacer dans l'air et qui vont aller jusqu'à l'oreille de l'autre. Et ces sons, on en a plein dans notre environnement. Et il peut y avoir un son pur, qui est celui, par exemple, produit par un diapason. C'est une onde sinusoïdale bien régulière. Vous voyez qu'on peut déjà la représenter sur un signal acoustique avec sa représentation spectrographique. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent de visualiser le son. Et ce son, donc, il se propage. Il peut être produit par différents éléments, des animaux, des instruments, des machines et de la voix. Et la voix peut produire donc un son, et c'est un son qui est complexe et qui va être assez riche avec différentes harmoniques qu'on va voir un peu plus loin. Donc voilà ce son de parole, et ce son de parole, il est diffusé dans l'air pour aller vers l'oreille de l'autre, vers celui à qui on s'adresse, et puis il sera analysé au niveau du cerveau. Pour pouvoir comprendre un petit peu les différents mécanismes de production de la voix et de la parole, on va avoir besoin d'instruments pour comprendre la phonétique, donc la production des sons, mais aussi comment ils sont perçus et comment est-ce qu'on va pouvoir les analyser, les quantifier, les représenter avec des représentations
acoustique, aérodynamique. Et le fondateur de la phonétique expérimentale, donc celle qui va utiliser les expérimentations et les différents matériaux, eh bien, c'est l'abbé Rousselot, et qui a créé le premier laboratoire de phonétique expérimentale à Paris en 1897. Et ça a vraiment été le point de départ de la recherche en phonétique expérimentale qui a influencé beaucoup d'autres laboratoires en Europe et aux États-Unis. Et donc, il a mis au point, il était un passionné de paroles et de langage et d'audition, et donc il a mis au point un certain nombre d'instruments qui permettent justement de visualiser et de prendre la mesure de ces sons qu'on va produire. Et pour synthétiser comment sont produits ces sons, donc de façon très simple, on a au départ une soufflerie. Il faut une énergie au départ, c'est une énergie aérienne, aérodynamique. Cette énergie, elle va remonter vers un vibrateur qu'on appelle le larynx, et c'est là où cette énergie va se transformer en énergie acoustique, et puis l'onde acoustique va passer à travers des conduits vocales qu'on appelle aussi donc des résonateurs, et ça a un rôle de filtre, et ça va permettre de moduler ce son pour pouvoir avoir des éléments de base de la parole, c'est-à-dire les sons comme les voyelles, les consonnes, et à travers donc ce conduit vocal, on a les résonateurs donc qui correspondent aussi à des filtres qui vont permettre d'amplifier ou de diminuer certaines fréquences et donc l'articulation de la parole. Si on regarde un petit peu plus près ce que c'est que l'énergie aérienne, donc on inspire, l'air descend dans les poumons grâce au diaphragme qui est le muscle inspirateur, et on expire, donc l'air ressort en passant par la trachée puis se termine au niveau de la bouche et du nez, et c'est sur cette phase expiratoire qu'on parle et qu'on chante. Donc le son est produit au moment de l'expiration, et cette expiration, elle va mettre en jeu différentes structures musculaires, thoraciques, simple quand il s'agit juste d'une parole conversationnelle, mais dès qu'on rentre dans une situation de phonation plus soutenue, le comédien, l'enseignant, le chanteur, tout ça, ça va mettre en jeu beaucoup d'autres structures musculaires, comme les abdominaux, les muscles du cou. Et ça, ce sont des structures musculaires qui sont vraiment le point de départ de la production du son. Et c'est important parce qu'en thérapie, bien sûr, ce système de soufflerie va être pris en charge. Maintenant, donc le son remonte le long de la trachée, il va arriver au vibrateur, donc cette source laryngée. Et ce vibrateur, on a tous notre boîte vocale. Si vous palpez votre cou, vous pouvez mobiliser, ça va vous faire, d'ailleurs si je parle et que je mobilise en même temps, ça va modifier un petit peu le son de ma voix. Donc cette boîte vocale, elle est suspendue, elle est souple, elle doit être souple dans le cou, et elle est constituée essentiellement de cartilages qui sont reliés entre eux par des structures musculaires, avec en haut l'osioïde qui suspend le larynx, et en bas le cartilage cricoïde qui permet, donc l'osioïde, le cartilage cricoïde donc, qui permet de soutenir le larynx et de maintenir son ouverture, et une structure cartilagineuse ici qu'on appelle le cartilage thyroïde qui va renfermer le vibrateur. Et chez l'homme, le vibrateur, dans la production du son, ce sont les plis vocaux. Et ces plis vocaux, qu'on appelle aussi cordes vocales, mais donc la terminologie c'est plutôt les plis vocaux, eh bien ce sont deux structures musculaires qui sont tendues horizontalement dans le cou et qui vont permettre d'ouvrir et de fermer pour produire des sons. Et donc ici vous avez ces deux structures, vues de haut, et ces deux plis vocaux vont s'insérer en avant sur le cartilage thyroïde à peu près à la hauteur de la pomme d'Adam, et en arrière sur les cartilages aryténoïdes, qui sont deux toutes petites structures et qui vont permettre, grâce à leurs insertions musculaires, d'ouvrir et de fermer les plis vocaux. Une autre particularité de ces plis vocaux,
c'est le système... J'ai un petit écho, effectivement. C'est donc la structure musculaire des plis vocaux, qui est une structure tout à fait unique dans notre corps, qui est une structure laminaire, avec 3 principales couches. La couche de recouvrement, qui est l'épithélium, donc il y a une couche superficielle, l'épithélium ou la muqueuse, une couche moyenne qui correspond au ligament vocal et une couche interne qui est le muscle vocal. Et ces 3 structures vont glisser les unes par rapport aux autres et c'est ça qui va permettre vraiment de produire le vibrateur. Alors c'est évidemment une présentation où il y a plutôt de l'image. Donc, sans image, c'est parfait. Donc, voilà, souvenez-vous bien de cette structure extraordinaire qui sont ces plis vocaux, qui sont minuscules. Ça fait à peu près 10-12 mm de long chez la femme, 15-16 en fonction de la taille de la personne chez l'homme. Donc, c'est vraiment tout petit et ça permet d'obtenir des productions sonores assez fantastiques. Et donc, si on regarde ce larynx, donc situé au milieu du cou, et vous allez voir les plis vocaux qui s'ouvrent pour respirer, et on a les anneaux de la trachée, et pour faire un son, il faut qu'elles se ferment. Donc ces 2 plis vocaux doivent être fermés. Et vous avez ici en arrière la représentation des aryténoïdes. Les aryténoïdes, donc ces petits cartilages sur lesquels sont insérés les 2 plis vocaux. La production d'un son se fait donc avec des plis vocaux qui sont fermés. Et à partir de là, la structure laminaire des cordes vocales va permettre la transformation de l'énergie aérienne en énergie acoustique. Et grâce à un phénomène de Bernoulli, on a ce modèle biomécanique qui permet de voir que l'air qui vient des poumons va passer à travers les plis vocaux fermés, va les ouvrir et tout de suite après, le phénomène de Bernoulli va faire en sorte que cette muqueuse se referme. Donc, on a en permanence ce mouvement vibratoire. Les plis vocaux étant fermés, il y a une vibration qui s'installe. Et la vitesse de vibration, chaque vibration correspond à un cycle et le cycle, c'est exprimé en hertz. Et donc, le nombre de vibrations par seconde va donner la hauteur de la voix et donc la fréquence fondamentale. Par exemple, chez l'homme, les plis vocaux vibrent à peu près 100 fois par seconde. Donc, on a une hauteur de 100 Hertz. Chez la femme, c'est plutôt 200 fois par seconde. Moi, j'ai plutôt 180. Et donc, 180 fois par seconde, on a cette ondulation muqueuse. Donc, il faut effectivement des structures qui soient très souples pour permettre cette production. À chaque cycle, c'est une onde acoustique. Et donc, pour voir ces 100 vibrations par seconde, l'œil nu, quand on examine un larynx, ne permettrait pas de voir cette ondulation. Donc, on va utiliser un processus stroboscopique pour justement visualiser cette vibration. Vous allez voir sur cette vidéo, d'abord en lumière normale, et puis après en lumière stroboscopique. Donc, le son. Je voulais juste... Juste pour situer, vous avez, donc ça c'est une vue endoscopique, je regarde par le haut, vous avez en arrière les aryténoïdes, le relief des aryténoïdes, vous avez les 2 plis vocaux, et en avant on a, quand on l'aperçoit, on a l'épiglotte, et puis un peu plus en avant, on aurait la base de langue. Et là, la stroboscopie va permettre de voir ce que c'est que cette ondulation. Plus on va dans les aigus, plus la vitesse de vibration est rapide, l'amplitude diminue, et vous voyez, à chaque inspiration, les plis vocaux s'ouvrent et on voit la trajet. Et donc, ça, c'est ces mécanismes de vibration des plis vocaux qui vont permettre donc de produire une onde. Une onde acoustique, elle est plus ou moins régulière en fonction du type de vibration, de sa vitesse. Et là, par exemple, vous voyez, chez l'homme, c'est la courbe ample, et chez la femme, c'est plus rapide. Et donc, ces images de coupe spectrale et de signal acoustique vont permettre donc de faire des mesures sur ce que c'est que le son. Ce son, une fois produit au niveau du vibrateur, il va aller plus loin, il va aller jusque vers la bouche et le nez pour pouvoir sortir sous forme de son.
Et donc, il va traverser le conduit vocal, et ce conduit vocal ou résonateur qui va permettre donc de modifier, d'enrichir le son et de produire le vrai signal de parole. Donc, dans les différents résonateurs de ce conduit vocal, on a le pharynx en arrière, la cavité buccale avec la langue, le palais, le voile du palais, les cavités nasales et sinusiennes, et puis la dernière partie, c'est les lèvres. Et en fonction de la forme de ces différents résonateurs, eh bien, on va avoir des possibilités de produire des sons différents. Les sons élémentaires, ce sont donc des voyelles, des consonnes, et elles vont être produites grâce à des positions particulières de ces articulateurs. En traversant le conduit vocal, donc comme vous voyez, il y a des structures différentes, il y en a qui sont souples, il y en a qui sont beaucoup plus rigides. Eh bien, l'onde acoustique va avoir des enrichissements ou des atténuations de son énergie, et c'est ça qu'on va appeler des formants. Et les formants, c'est vraiment la caractéristique des voyelles et des voyelles, essentiellement. Et donc, ces formants, ces renforcements d'énergie vont dépendre de la position des articulateurs. Ici, par exemple, si on a la voyelle A, le A, c'est une voyelle qui, avec la bouche est assez ouverte, la langue est relativement postérieure, et on a une traduction au niveau spectrographique avec le signal acoustique et les formants. Le I, par contre, est une voyelle qui est plus antérieure et fermée. Hein, si vous essayez sur vous pour bien sentir comment ça se passe et comment se déplace la langue. Hein, donc, la langue plutôt vers le haut et vers l'avant. Et on voit que les volumes de ce conduit vocal se modifient. C'est plus ouvert en arrière pour le I, c'est plus ouvert en avant pour le A. Et donc, ces renforcements d'énergie, ces formants, vont se traduire différemment sur une analyse spectrale. On peut donc là, et c'est aussi une représentation du A et du I, le A étant en bleu et le I en rouge, et vous avez aussi une coupe spectrale, donc vous voyez les différentes variations d'amplitude et d'intensité en fonction de la voyelle. Mais ce conduit vocal, ces mesures pour pouvoir analyser qu'est-ce que c'est comme voyelle, est-ce qu'il y a une grande cavité postérieure ou une grande cavité antérieure, donc tout ça, ça peut être mesuré avec des instrumentations, et ces mesures vont permettre aussi les modélisations du conduit vocal, soit à partir d'un son, et on sait comment seront les articulateurs, soit à partir de la position des articulateurs, et on va pouvoir modéliser le son, et ça, je laisse Robin vous en parler tout à l'heure. Pour explorer ces différents articulateurs, on a, donc grâce à la phonétique expérimentale, différents instruments, soit par des caméras qui permettent de filmer le mouvement des lèvres, soit des capteurs qu'on peut placer sur la langue pour voir ses déplacements, soit aussi de l'imagerie. Je vous ai déjà montré la vidéo-endoscopie, donc ce qui permet, avec un fibroscope, de regarder à l'intérieur du conduit vocal comment va bouger tout le conduit vocal. Si, par exemple, on va aller rapidement, donc ici, on a toujours l'épiglotte, la langue qui serait en bas, les aryténoïdes, donc ça c'est la boîte laryngée. En arrière, on a le pharynx, et puis après ça descendrait vers le tube digestif. Donc, des mouvements de glissando, hein, de son du grave à l'aigu. Donc, vous voyez la plasticité, hein, les mouvements possibles. Et là, en parole, donc la personne est en train de compter. Vous avez ici en bas de l'écran l'épiglotte, la base de langue et les plis vocaux. Et l'ouverture pour respirer. Et quand on fait A, I, vous voyez qu'il y a une dynamique de tout le conduit vocal. Ce n'est pas que la vibration des plis vocaux. Une autre instrumentation aussi qui est extraordinaire, qui a permis de faire d'énormes progrès dans la modélisation du conduit vocal, c'est les images en IRM. Donc vous avez ici... Du coup, l'oculiste tout fou dévissa sans scrupule le volant du véhicule. Donc vous avez la masse de la langue avec la pointe de langue, hein, vous voyez son agilité, le voile du palais, les structures osseuses sont en noir, les lèvres, une déglutition, donc vous voyez le mouvement de la langue qui pousse en arrière. Ici, on a l'épiglotte et les plis vocaux.
Et dans une autre phrase, Papa ne m'a pas parlé de beau papa. donc vous voyez que ces imageries permettent d'avoir une vue de ce qui se passe au niveau du conduit vocal. Et ce conduit vocal, donc, qui va permettre la production des sons qui vont être modulés pour produire des voyelles et des consonnes. Et c'est ce qu'on appelle les phonèmes. C'est l'unité minimale. Et à partir de ces unités minimales, elles vont être construites, associées pour pouvoir produire des mots. Et puis après, les mots vont être organisés pour produire de la parole. La parole, donc la phonation, qui va permettre de communiquer. Pour pouvoir, donc vous voyez qu'il y a une énorme complexité dans la production des sons, qu'il y en a surtout beaucoup, et que si on veut s'entendre et pouvoir communiquer avec d'autres personnes dans d'autres langues, il y a eu donc la Société internationale de phonétique a créé le premier alphabet phonétique international en 1888. Il y a eu des mises à jour régulières. La dernière date de 2019. Et donc, ça permet de représenter de façon phonétique des sons. Normalement, tous les sons de toutes les langues du monde, que ce soit des langues à ton, que ce soit d'autres modulations. Et on parle bien sûr de la parole normale. Maintenant, si on envisage la pathologie, évidemment, ça sera beaucoup plus difficile de représenter certains sons pathologiques. Mais voilà, ça montre l'extraordinaire richesse de ces sons. Et cette phonétique, donc, qui permet de voir et de comprendre comment sont produits les sons, elle s'aide de la phonétique expérimentale, et la phonétique clinique apporte ce regard sur les altérations de la production de la parole, les altérations de sa perception, et donc c'est tout le domaine de la pathologie et qui est en rapport avec donc les sciences médicales. Et donc cette phonétique clinique cherche à identifier un peu les sons qui sont pathologiques, à développer une instrumentation qui va permettre aussi d'explorer, en tenant compte bien sûr du fait que ce sont des patients. Et puis ça permet aussi de développer des échelles, des protocoles, de voir un peu comment tout va fonctionner, et puis de créer des bases de données aussi de paroles normales et pathologiques. Ces bases de données informatiques, eh bien, elles vont être d'une grande utilité, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Et donc ça va alimenter ces systèmes d'IA. Pour mieux comprendre en phonétique clinique le fonctionnement de tout le système, eh bien, on a un modèle de larynx articulateur qui va décrire en fait une certaine continuité entre tout le conduit vocal, depuis la production au niveau de la glotte jusqu'à la sortie du son. Et donc ce LAM a ouvert une dimension, en particulier en médecine. Souvent on considérait « il y a une pathologie, une corde vocale est malade, donc on a tel résultat, ou c'est un morceau de langue », mais en fait, non, c'est vraiment toute la dynamique de tout le conduit vocal qu'il faut prendre en compte pour pouvoir comprendre les mécanismes de compensation, comment aider éventuellement à se réadapter, et bien sûr, le but est d'orienter vers un choix thérapeutique. Et comme souvent en médecine, eh bien, c'est les découvertes en pathologie qui permettent parfois de comprendre aussi ce qui se passe dans la normalité. Alors, je vais accélérer parce que je pense que j'ai parlé trop longtemps. Donc la phonétique expérimentale utilise aussi en clinique des instrumentations. Le but est de respecter cette fois-ci le patient. C'est pas des sujets normaux dans différentes langues. C'est vraiment un patient qui a ses souffrances et ses difficultés. Et le but est d'essayer d'aider au handicap de communication pour améliorer la qualité de vie. Donc, vous avez vu, on connaît tous ces instruments. Je vais passer rapidement sur les différentes pathologies qu'on peut trouver. Ces pathologies vont avoir bénignes, vont avoir des répercussions au niveau de la qualité du son. Donc là, ici, il s'agit de nodules, de polypes, mais on peut avoir des pathologies vocales qu'on appelle dysphonie, sans lésion des cordes vocales. Et puis, il y a bien sûr toute la pathologie cancérologique qui va nécessiter un traitement qui lui-même va modifier aussi le son. Et c'est ces pathologies-là qui ont
fait créer aussi et aider à développer, en tout cas ça a été le sujet de ma thèse, essayer de développer les modifications et les adaptations quand on a plus de larynx ou plus de base de langue. Et donc, ces grosses chirurgies vont modifier et le vibrateur et le conduit vocal. Et donc, il va falloir essayer de comprendre comment ça fonctionne et d'adapter pour avoir une efficacité, une communication efficace. Je vais juste vous faire entendre, dans la chirurgie la plus importante, c'est celle qui enlève une bonne partie du larynx. Et donc, ce qui reste pour pouvoir parler, ça sera l'osioïde qu'on avait vu et le cartilage cricoïde. Et donc, ils sont suturés entre eux, mais il n'y a plus de corde vocale. Et il reste quand même un aryténoïde. Et là où l'être humain est quand même assez extraordinaire, c'est que par un effort important de rééducation, de travail, il va pouvoir utiliser des structures qui sont autour des cordes vocales pour pouvoir essayer de produire un son. Une courte vidéo sur l'utilisation de ces voix sans cordes vocales. Et donc, le son va être produit par les aryténoïdes en arrière, l'épiglotte et la base de langue en avant. Et la muqueuse des aryténoïdes va remplacer la muqueuse des plis vocaux et donc va vibrer pour produire évidemment un son qui a une particularité assez rauque et grave, mais c'est assez fabuleux de voir que le sujet arrive tout de même à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc il arrive à émettre un son et à articuler la parole alors qu'il ne reste plus de cordes vocales. Et donc chaque type de pathologie peut avoir un modèle articulatoire particulier. Et pour terminer sur une note un petit peu plus différente, plus culturelle et artistique, eh bien cette utilisation des aryténoïdes comme vibrateur peut aussi être exploitée dans le chant, chez quelqu'un de tout à fait normal qui a 2 cordes vocales. Et donc là, il s'agit du chant long mongol, qui est un chant traditionnel très ancien, qui se caractérise par des phrases très longues et un débit très lent, en voix aiguë, avec des modulations, avec des ornementations qui sont bien spécifiques. Et ça demande un entraînement très 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 long. Ce sont souvent des enfants qui, dès leur plus jeune âge, vont commencer à s'entraîner pour pouvoir produire ce chant Iruntu. Et donc, on a eu le plaisir d'accueillir au laboratoire de phonétique une chanteuse qui était musicologue et qui était très intéressée de voir comment ça se passait dans son larynx. Et donc là, vous voyez que elle va pouvoir produire des ornementations, donc c'est vibrato très aigu et très rapide, et des trilles, qui sont un autre mode de fonctionnement aussi d'ornementation, avec soit des mouvements antéro-postérieurs des aryténoïdes, soit l'un vers l'autre. Et voilà donc un exemple, pendant qu'elle chante. Donc c'est assez fabuleux de voir cette plasticité. Et donc en conclusion, eh bien, la phonétique nous aide à comprendre comment peut être produit un son. L'expérimentation l'aide à le visualiser, à le mesurer. Et la clinique permet d'avoir un regard plus particulier sur la pathologie. Et on en conclut qu'il y a une plasticité extraordinaire de ces articulateurs, et donc ça va permettre effectivement de développer des modes de compensation, des modes d'adaptation, en tenant compte donc de tout ce larynx articulateur et non pas juste un élément pris à droite à gauche, le conduit vocal ou la langue ou autre. Et tout ça évidemment ça a un intérêt important pour la prise en charge des patients, pour la réhabilitation de la communication, sa qualité de vie et aussi sa réinsertion sociale. Et ça, en santé publique, c'est un enjeu important. Donc, je vous remercie et si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui est publié.
Merci. Merci Elise. Bon, du coup, vous avez compris le point de départ. C'est Henri IV. C'est lui notre patient. Il n'est pas très vivant, hein. Désolé Philippe. Le point d'arrivée, c'est quoi? C'est le patient aussi. C'est exactement le patient. Ce que vous avez vu sur les 2 dernières diapos, vous avez vu ce larynx qui était amputé des 3/4, mais qui faisait quand même une voix. Et le patient y est arrivé. Il n'y arrivait pas tout seul, hein. Il y arrivait parce qu'il a été bien opéré. C'est ce que je fais. Pardon. Il le faisait aussi parce qu'il a été bien rééduqué. C'est le plus important aussi. D'accord? Et il arrivait à reconstituer alors qu'on lui a enlevé les 3/4 de la structure. Quel est le point commun entre ce patient et Henri IV? Est-ce que vous l'avez? Ce point commun, en réalité, c'est ça. C'est que vous avez une anatomie altérée par le temps et l'embaumement, c'est Henri IV. Vous avez une anatomie modifiée, c'est le patient qui a été opéré. On passe du principe qu'il a franchi la maladie. Donc, ce projet, c'est un projet que seule l'anthropologie médicale permet, parce qu'elle permet de réunir la recherche en phonétique, la laryngologie et l'histoire, archéologie, médecine légale. D'accord? Donc ça, c'est mon projet de doctorat que je vais soutenir bientôt, et c'est pour ça que c'est un projet d'anthropologie et pas un projet de phonétique ou d'ORL. C'est un projet absolument transversal, parce qu'il fallait la rencontre de tous ces mondes-là. Alors, comment on a fait? Bon, on avait la tête. Merci Philippe, au moins le plus dur était fait. Lorsqu'on en avait discuté, tu m'as dit qu'avec la tête, il y avait le cou. Et qu'avec le cou, il y avait le larynx. Lise l'a dit, vous avez vu, le larynx, normalement, ça se dégrade. Pas chez Henri IV, grâce à l'embaumement. Ce que vous voyez là, c'est le scanner. Alors, c'est normal que vous ne reconnaissiez pas les structures qui sont projetées à l'écran. Et moi, en regardant ce scanner, je me suis dit, c'est marrant, on dirait un larynx normal que je regarde au scanner. Or, si on doit avoir les os sur une momie, on ne doit pas voir le relief fin du larynx, ce dont Lise parlait en étant le vibrateur, ce qui donne la source, qui donne la fréquence fondamentale et définit le timbre. On ne doit pas avoir les plis vocaux et les bandes ventriculaires. Chez Henri IV, on a ça. Alors il nous est pris l'idée d'aller examiner Henri IV, de le faire venir à l'hôpital Foch. Il est venu avec ses gardes du corps. Je l'ai examiné. J'avais mon badge à l'envers parce que j'étais ému. Et là, c'est la vidéo. Les externes du service, vous connaissez cette salle. Vous pouvez voir la vidéo. Je ne tremble moins quand j'opère. Mais je tremblais vraiment, hein. Vraiment, j'étais ému. On rentre par la bouche. On doit voir les cordes vocales. Comme l'a montré Lise tout à l'heure, c'est la vue endoscopique. On les voit pas. On les voit pas, mais pas du tout. Il y a une barrière, il y a une frontière. Il y a des aromates aussi. Plein d'aromates. Pourquoi on les voit pas? Probablement parce qu'il y a eu quelque chose qui a été mis, végétal, textile, qui a fait barrage entre ce qui est plus profond et ce qui est ouvert vers l'extérieur du tombeau. Et par là même, la dégradation des structures du larynx n'ont pas été faites dans le même temps que la langue ou les lèvres. Et c'est ça qui a permis à ce que vous voyez ici par en dessous, et qui est une image un peu étrange, à des calcifications de se développer et de mouler ce larynx. Et c'est pas simplement un entonnoir, hein. C'est des plis vocaux, des ventricules laryngés, des bandes ventriculaires, toutes des structures qui, si elles s'animent, donnent les propriétés de votre voix. Par exemple, là je parle avec mes cordes vocales, et si tout d'un coup je me mets à parler avec mes bandes ventriculaires, Lise, je parle sous ton contrôle, je vais parler comme ça parce que je suis énervé. Vous voyez? Et ça c'est préservé chez Henri IV. Alors voilà ce qu'on a reconstitué, c'est une première publication, c'était simplement la description de ce larynx. De ce qui restait. Bon, c'est quand même pas une forme normale de larynx, mais c'est suffisant quand même pour démontrer qu'on pouvait prendre des mesures très très fines. Et donc, Philippe, tu as dit tout à l'heure que tu avais quoi, une craniométrie féminine. Henri IV, lui, il avait un larynx qui correspond à un larynx de femme de l'an 2000. Est-ce que ça veut dire qu'il avait une voix aiguë? Non. Peut-être un peu plus aiguë qu'un homme de l'an 2000, mais on peut pas aller plus loin que ça. Alors une fois qu'on avait cette source qui était représentée, une idée de sa taille, on s'est dit on va s'attaquer au conduit vocal. Vous avez compris, hein, conduit vocal, source et énergie pulmonaire. C'est ça la voix, de manière très 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 réduite. Et donc on s'est intéressé à la momie, non pas en définissant toutes les structures, les structures telles qu'on les voit, comme Philippe Freuch l'avait fait pour le visage, mais en définissant chaque structure interne, pour pouvoir ensuite les restituer, les repositionner. Parce que notre Henri IV, il est tordu. Si vous vous intéressez au conduit vocal et à la résonance de la voix,
vous pouvez pas penser à quelqu'un de tordu. Personne ne parle comme ça. C'est pas facile. Donc il fallait le remettre droit. Et pour le remettre droit, c'est pas de la magie. Il fallait dessiner chaque petit os, chaque petite cavité, chaque petite structure et les remettre dans l'ordre. Ça a pris un temps considérable. Surtout que c'est pas une anatomie normale, c'est une anatomie altérée. Donc il fallait dessiner. Alors on a dessiné. On peut pas s'empêcher quand on est ORL de dessiner les sinus. Ça sert pas à grand chose pour cette étude, mais on n'a pas pu s'empêcher. Et on a réalisé des choses assez marrantes. Il lui manque 2 sinus. Mais il lui manque vraiment. Ils sont pas petits. Il lui manque. C'est rare. Avoir 2 sinus en moins, c'est très rare et plutôt dans les populations anatoliennes. Pas de déduction sur Henri IV. On a vu aussi qu'il avait d'énormes oreilles. Pas les pavillons, il n'avait pas les oreilles décollées, mais il avait d'énormes mastoïdes. Très, très, très aérés. Et ça, c'est un signe de bonne santé otologique. Pour l'anecdote, son cousin issu de Germain, François II, est mort d'une maladie de l'oreille en 1560. Et lui a joui toute sa vie d'une excellente santé. Quelle est la différence entre les deux? Ils sont très apparentés. Henri IV, vous le savez, il a grandi dans les montagnes du Béarn, à l'Aire. François II, il a grandi à Vincennes et au Louvre, ou à Amboise, dans une ambiance chargée de tuberculose, de maladies respiratoires, et sans doute surchauffée. Et donc on retrouve ça sur la momie, sur le crâne, avec d'énormes mastoïdes. Bon, c'est super, on a reconstitué les os, on le remet droit, on peut déduire le conduit dans lequel se propage l'onde sonore produite par les cordes vocales. Oui, mais qu'est-ce qui manque? Il manque ce qui prend le plus de place dans les voies aériennes, la langue. La langue, c'est pas ce qui dépasse quand vous tirez la langue. C'est évidemment la base de langue. C'est un énorme muscle, même c'est plusieurs muscles. Il lui manque les lèvres, il lui manque le voile du palais, il lui manque les dents. Et là, on touche au cœur du travail. Une anatomie normale, on peut reconstituer un conduit vocal. Une anatomie altérée, il faut émettre pour chaque structure une hypothèse de reconstitution. Et là, on touche à ce qui va faire le lien avec le patient. Puisque le patient opéré, lui-même, va perdre cette structure ou la perdre en partie. Alors on s'est posé des questions et on a reconstitué donc notre conduit vocal et on a reconstitué les parties qui nous manquaient. Comment faire? On a pris des gens qui parlent dans des IRM, comme vous avez vu tout à l'heure, et on a essayé de définir en fonction de l'espace qui nous était alloué par le maxillaire et la mandibule. Donc en fait, maxillaire-mandibule, ça fait une cage osseuse. Si vous voulez mettre une grosse langue dans cette cage osseuse, vous ne pourrez pas la rentrer. Et ça, la 3D, la modélisation permet de tester. Si vous mettez une toute petite langue dans cette cage osseuse, ça n'a pas de sens. Il faut une langue, un voile du palais, il faut des structures qui s'intègrent comme un gant dans cette boîte. Et ça, on l'a trouvé grâce aux locuteurs qui ont prêté leur temps pour être enregistrés lorsqu'ils parlaient. Et ce que vous voyez là, cette drôle de structure, c'est un conduit vocal. Ça parle à tous les phonéticiens. C'est un conduit vocal. Il a cette forme parce qu'il y a l'empreinte de la langue, il y a l'empreinte du voile du palais, il y a le sphincter des lèvres, il y a les cordes vocales en bas, et les 2 petites structures rondes autour, c'est ce qu'on appelle le sinus périforme ou l'hypopharynx. Chaque structure a une influence sur la résonance et donc sur le timbre de la voix, et donc sur ce qui fait la voix d'un individu. Alors c'est très complexe, Lise l'a montré tout à l'heure. On peut pas, vous comprenez que entre ça vibre, un la parfait. Puis ce la parfait va résonner, vous créez déjà un son complexe. Si ce son complexe, vous le rendez de plus en plus complexe, vous passez d'une voyelle à une consonne. Mais personne ne parle en faisant que des voyelles ou que des consonnes. Il faut co-articuler, il faut générer ça de manière dynamique. Donc la complexité, elle est colossale. Pour passer de ce conduit vocal à une approximation de la voix. Pourtant, elle est possible, et c'est de la phonétique. On parle rapidement de la soufflerie. La soufflerie, elle est liée à la corpulence. Grande cage thoracique, grand coffre, ça parle à tout le monde. Peu d'informations sur Henri IV sur ceci. On sait qu'il n'était pas géant, on sait qu'il n'était pas obèse. Bon, grâce à ses armures, je peux vous dire qu'il mesurait 1m75 et pesait sans doute entre 70 et 80 kg selon l'âge de sa vie. Ensuite, si on a un conduit vocal, une résonance, on n'a pas la voix. Il faut s'intéresser à comment il parlait. Alors comment il parlait, Henri IV?
En fait, on n'a aucune information. Personne n'a dit, il avait une voix aiguë, une voix grave, il avait un chuchotement, un zozotement, un zézément, tout ce que vous voulez, il avait rien. Donc, a priori, c'est qu'il avait une voix dénuée de traits pathologiques, donc normale. Comment on retient une voix? On retient une voix si on a une émotion. C'est ce qui définit le caractère familier, plus que, en réalité, l'exposition et le temps qu'on passe avec une personne et sa voix. Si vous avez une émotion à un moment donné avec une personne qui vous parle, vous retiendrez sa voix. Si vous avez aucune émotion avec quelqu'un qui vous parle pendant des jours et des jours, vous ne retiendrez pas sa voix. Des gens qui ont eu une émotion avec Henri IV ne nous ont laissé de témoignages sur sa voix. Qui pense qu'il avait un accent gascon? Oh, vous n'êtes pas nombreux, vous vous mouillez pas. Il écrivait un peu en gascon, il y a des tournures de phrases. Personne n'a dit qu'il avait un accent gascon avant le 19e siècle. D'ailleurs, quand on regarde ses représentations, quasiment jamais il n'a d'accent gascon. Et Daniel Auteuil, lui-même, qui fait si bien l'accent provençal, ne joue pas dans La Reine Margot avec un accent gascon. Alors tout ça, c'est plus de la phonétique, c'est plus de l'ORL, c'est plus de la laryngologie, c'est en réalité de l'histoire et de la linguistique. Et ça nous a mis un projet franco-québécois remontant aux années 80, l'avait très bien mené. Il mérite d'être quand même un peu actualisé. Mais je vais vous faire entendre juste une proposition de voix d'Henri IV. Cette proposition, elle est le pendant de ce que nous on a fait. Cette proposition, elle vous montre une parole en action. Elle est dénuée par contre de la vraie valeur acoustique, puisqu'il n'en disposait pas. Compère, vous êtes vif comme un hanneton, mais en fin de compte, un brave et loyal sujet. Soyez contents, on fera vos volontés. Et le roi de France ira longtemps à votre école de sagesse et de prud'homie. Je vous attends à souper et vous embrasse. Voilà, ça, on parlait comme ça à la fin du XVIe siècle. Mais ça, c'est un acteur qui a son propre timbre, il a une voix même plutôt grave. Pourquoi grave? Parce que c'est un grand roi, tout le monde le dit. Le raisonnement est quand même spécieux. Ce que l'on peut dire d'Henri IV, c'est que c'était un roi éloquent. Un peu comme nos hommes politiques, mais beaucoup plus encore. Quand Henri IV dit quelque chose, c'est un programme. Et il y a peu de souverains, il y a peu de personnages historiques qui sont comme ça. Quand Henri IV dit la poule au pot, il y a une poule au pot tous les dimanches chez les Français, c'est pour nourrir la France. Quand il parle que Paris vaut bien une messe, c'est une déclaration de pragmatisme. Quand Henri IV dit quelque chose, il y a derrière une action. Et c'est pas le cas de tous nos rois, c'est pas le cas de tous les princes et de tous les dirigeants. Si on revient un peu sur la phonétique, pour ce travail de détermination d'une fréquence, enfin, d'une acoustique à partir d'un conduit vocal, on n'a pas été les premiers. Les premiers, c'est Howard de l'Université de Londres, qui a fait exactement la même chose avec une momie égyptienne. Voilà le conduit vocal qu'il a trouvé, très différent du mien. Ça donne un truc entre un klaxon, c'est pas très clair. Pourquoi c'est pas clair? Parce que la momie est en hyper-extension et il n'a pas pris en compte la langue qui est absente. Donc ça ne donne pas un phonème. Nous, on a voulu dépasser ça, je vous l'ai dit. On a voulu aussi dépasser des travaux qui n'ont pas été publiés dans des revues scientifiques, mais dont vous avez entendu parler. Mona Lisa, Richard III, Louis XIV. Louis XIV étant sans doute le meilleur des travaux. Pourquoi on a voulu les dépasser? C'est parce que ces travaux ont en commun ce qui s'appelle du face lab, ce qui avait été fait aussi avec le visage d'Henri IV ici, mais en voulant appliquer à un visage une voix. Et combien de fois on voit quelqu'un, on croit que la voix va correspondre à quelque chose, et puis on est surpris parce que c'est pas du tout la voix qu'on attendait. Bah, c'est la même chose. On peut pas déduire d'une physionomie une voix. Voilà, là il déclame, c'est Richard III par exemple, il a une voix sympathique. On n'en sait rien de sa voix, on n'a trouvé que son squelette. C'est une magnifique, d'ailleurs, découverte archéologique que d'avoir trouvé son squelette il y a quelques années sous un parking en Angleterre. Il est sympathique, Richard III, là. Il a une voix sympathique, une voix douce. Il a des harmoniques dans la voix qui sont plaisantes. Pour ceux qui sont allés à Londres, Richard III, son premier acte de gouvernement a été de faire tuer ses deux neveux, qui avaient été âgés de 6 et 8 ans, et dont on peut voir la sépulture cachée dans un mur à la tour de Londres. Donc sympathique, c'était un parti pris des chercheurs. Louis XIV, très bonne reconstruction sur laquelle je vais passer, mais simplement pour vous dire que lui avait un trait pathologique, il avait un trou dans le palais, et donc il avait une voix nasonnée. Donc c'est plus facile si on a cette information-là.
Par contre, la fréquence fondamentale qui vient des cordes vocales, celle qui a été appliquée a été une fréquence fondamentale grave, basse, parce que Louis XIV est un grand roi. Or, nos amis québécois avaient mené l'enquête et ils avaient déterminé avec des sources qu'Henri IV avait une voix fluette. Que Louis XIV, pardon, avait une voix plutôt aiguë. Donc vous voyez l'opposition. Nous, ce que l'on peut dire, c'est que quel que soit le chemin entrepris, quel que soit tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le spécimen. J'ai dit spécimen pour pas dire sujet, hein. Il n'est pas sujet, Henri IV. Le spécimen, le plus important, on a son anatomie. Et ça, on l'a réellement étudié. Et puis, l'anatomie est altérée, et ben, on a essayé de surmonter ça. Et on a essayé, donc, de proposer un son. Et donc ça se base sur des travaux des chercheurs du laboratoire de phonétique et phonologie, Lise Crevier, Shinji Maeda, Jacqueline Vessière, Angélique Hamelot, toute l'équipe du laboratoire et tous les travaux qui ont précédé, qui se sont intéressés à passer de l'anatomie vers le son, de l'anatomie normale vers le son. Soit de manière numérique, on a cet outil grâce au laboratoire de phonétique, soit de manière tridimensionnelle, et je remercie Stanislas, qui est en P2 maintenant, et qui était étudiant ingénieur quand il m'a aidé également à reconstituer en 3D tout ceci. Et donc tout ça vibre et donne un son. Je vais vous faire écouter le son, mais alors je dois juste vous dire quelque chose ce matin. Vous savez que les algorithmes Instagram sont quand même très suggestifs. Je me lève, je regarde et je vois, vous voyez ce beau tableau de Louis XVI de par Duplessis? Je ne sais pas si vous l'avez, moi je le vois très bien, peu importe. Donc j'ai Louis XVI qui sort du cadre et qui vient me parler avec une voix. Ben voilà, j'ai perdu toute raison de continuer à faire de la recherche. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. C'est comme peindre un pont et construire un pont. Comment vous voulez que d'une anatomie on passe à un son pur par la vibration des cordes vocales, à un son complexe par la vibration un peu plus longue de ces plis vocaux, à un son de plus en plus complexe par l'enregistrement des résonances, ainsi de suite jusqu'à faire des phonèmes et une coarticulation? C'est impossible. Donc c'est pas de l'IA, c'est de la phonétique expérimentale. Et ce qu'on sait faire, c'est faire vibrer et produire ce qui nous paraît le plus simple parmi les sons complexes, c'est-à-dire des voyelles. Et c'est déjà un énorme travail que d'avoir A, E, I, O, U. Et oué, parce que roué, et ça on l'a aussi. Donc ça c'est pas une parole. Par contre, c'est des paramètres acoustiques. Et dans ces paramètres acoustiques, il y a énormément de travail. Et surtout, il y a la décomposition spectrale, dont Lise vous a parlé. Il y a la fréquence fondamentale. Il y a les formants, qui sont les plus plausibles en fonction de l'anatomie qu'on a étudiée. Alors ça, on a très envie de les faire articuler, co-articuler, et de lui faire dire Lady de Nantes ou une lettre d'amour. C'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail ici, dans un laboratoire d'anthropologie. C'est parce qu'il faut mêler en fait toutes les spécialités pour pouvoir faire advenir quelque chose qui est de l'humain avec un matériel archéologique et des connaissances plutôt mathématiques, beaucoup plus mathématiques. Ça, c'est un triangle vocalique qui est approximé de deux manières, donc soit la manière numérique, soit la manière physique, et c'est ça le triangle vocalique qui contient en fait les paramètres plausibles de la voix d'Henri IV. Ça parle à tous les phonéticiens, bien sûr. Et donc on en revient à l'anatomie altérée, l'anatomie modifiée. Henri IV, c'est une anatomie altérée. L'anatomie modifiée, c'est celle du patient. Alors l'idée, c'est de prendre exactement la même méthodologie qui n'a jamais été faite à ce jour, autrement qu'ici, et d'appliquer cette méthodologie à un individu que nous avons opéré dans le service d'un cancer du larynx. Et ces patients, qui sont déjà sélectionnés, prêtent leur concours, prêtent leur enregistrement de voix, et on voit si on arrive à approximer leur voix telle qu'elle est aujourd'hui avec cette méthode. Enrichi de ça, on peut aller plus loin, mais grâce aux patients vivants maintenant, dans la coarticulation et dans la décomposition du voix. Et sans doute, cette fois, aidé par l'intelligence artificielle, qui sera plus utile que sur mon algorithme Instagram. Et pourquoi, au final, et dans un horizon très longtemps, c'est parce que les patients demandent, aujourd'hui, de plus en plus, une information personnalisée. Et donc, je peux vous dire au moins une patiente qui m'a dit, vous m'avez tout bien expliqué.
Elle a eu la chirurgie dont on a parlé qui enlève les 3/4 du larynx. Elle a une voix aujourd'hui, elle a une vie normale. Vous m'avez tout bien expliqué, mais j'aurais voulu savoir comment aurait été ma voix. J'ai dit, mais oui, je vous ai fait écouter un podcast d'une patiente qui avait eu la même chose au même âge. Et elle m'a dit, non, c'est pas ma voix, c'est la voix de cette patiente qui a été transformée. Moi, j'aurais voulu me projeter. Alors, chacun réfléchit s'il a envie de se projeter, avoir une chirurgie complexe et en partie délabrante. Elle, c'était sa demande. Et donc la recherche, c'est pour répondre aux demandes des patients, et c'est pour ça qu'on l'amène. Et donc je finis en disant que les cancers ORL, c'est 19 000 patients par an en France, et que c'est pour eux qu'on fait tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir expliqué comment on arrive d'une tête totalement déshydratée à une voix, en tout cas des phonèmes et un début de voix complexe. On a quelques minutes si vous voulez poser des questions à l'un de nous trois. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Et notamment sur l'utilisation de l'application et sur la suite de l'étude. Vous avez compris que c'est une première étape, une étape qui était absolument fondamentale. Et ensuite, le but, c'est d'essayer de vous proposer avant la fin de l'année une voie plus complexe, une voie plus complète aussi. Et là, en effet, on aura du mal à s'affranchir de l'intelligence artificielle qui, jusqu'à présent, nous n'avons pas du tout utilisée. Et c'est parfois mieux sans. Alors, quand on a superposé de façon virtuelle le masque mortuaire, parce que c'était virtuel, bien sûr, de façon virtuelle, donc par un procédé informatique, le scanner en 3 dimensions du masque mortuaire sur le scanner médical de la tête, ce qu'on a comparé l'un à l'autre, ce sont les surfaces osseuses, c'est-à-dire courbure du front, la distance entre les différents points d'ouverture des yeux, des lèvres, etc. Donc le nez, en l'occurrence, les seules structures nasales dont on a tenu compte, c'est les structures osseuses. Et cette superposition, bien sûr, elle était pas manuelle, hein, parce que, pour des raisons de conservation, mais elle était purement virtuelle. Et ça, c'est un procédé qu'on fait très très couramment en médecine légale, non pas avec des masques mortuaires, mais on prend plein de photos, des profils Instagram. Heureusement qu'il y a plein de gens qui font des selfies, parce que ça nous aide ensuite à identifier leurs cadavres. Si vous revenez le 14 avril, ce qui est une façon détournée de vous annoncer la prochaine conférence université, si vous revenez le 14 avril, vous pourrez entendre du Papou, puisque nous aurons un chef de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Modije Kepanga, qui viendra ici spécialement pour la diffusion d'un film et également pour s'entretenir avec chacune et chacun d'entre vous autour de sa définition du corps, de la santé, du monde et de l'environnement. Et donc vous pourrez entendre une autre langue prononcée d'une autre façon, quasiment à l'autre bout de la planète. En attendant, reposez-vous bien et à très vite. On se revoit le 14 avril. Merci.